Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. On va démarrer cette soirée au cours de laquelle nous aurons donc 2 séances du Conseil municipal de façon très formelle. Une première avec un point unique à l'ordre du jour. On va y revenir dans quelques instants. Et puis une seconde séance qui aura pour objet la désignation de nos représentants, de nos délégués suppléants pour les futures élections sénatoriales. Je vais commencer par faire lecture des pouvoirs qui nous ont été portés à connaissance. Donc Laurent Roussel me donne pouvoir, Judith Reynaud donne pouvoir à Isabelle Bolger, Philippe Dorin a donné pouvoir à Thibaut Flynn, Marco Schutz a donné pouvoir à Odile Jacquin, Olivier Perrault a donné pouvoir à Antoine Ingold, Fanny Malvezin le pouvoir... Non, pas du tout. Puisque Fanny est là, tout va bien. Donc, Adélaïde Sassine a donné son pouvoir à Francine Bollet, Hélène Dupuis à Audrey Tamborini, c'est bien ça? Et Cédric Thomas à Monsieur Le Cerf. Je n'ai pas Madame Larue. Ok, j'ai compris. Et c'est Virginie Larue qui donne pouvoir à Gwenaëlle Claire. Voilà, c'était la ligne que j'avais sautée. On va désigner ce soir comme secrétaire de séance Philippe Jadot, s'il est toujours d'accord. Très bien, merci beaucoup. Et je vous propose tout de suite de prendre le premier sujet, qui est la liste des décisions prises en vertu de l'article 21-22-22 du CGCT. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions? Parfait. On va pouvoir passer à l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 15 mai dernier. Vous l'avez reçu. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal? Pas de questions. Je vais donc le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci pour l'unanimité. On va donc attaquer tout de suite le point unique de cette première séance, qui est l'attribution du marché relatif à la restauration scolaire et périscolaire. Et je vais tout de suite donner la parole à Gwenaëlle Claire. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Donc, le marché public de restauration scolaire prend fin le 26 juillet prochain. Donc, nous avions la nécessité de publier un avis de consultation en avril dernier afin de trouver un nouveau prestataire. 4 critères de sélection étaient avancés. Le premier était la valeur technique qui reposait notamment sur le respect de la qualité et la traçabilité des produits, le respect également de la loi Egalim, la variété des produits dans le cadre de l'équilibre alimentaire, des actions pédagogiques menées auprès des enfants, une description de la cuisine, ainsi que le respect des contraintes contenant les contenants utilisés et la capacité de production. Le second critère était le coût de la prestation, puis venait la performance en matière de développement des approvisionnements directs et des produits de l'agriculture, et enfin la performance en matière de développement durable. La date limite de remise des offres a été fixée au 9 mai 2023. Nous n'avons reçu qu'un seul candidat. Le 25 mai, la commission d'appel d'offres s'est réunie et l'analyse des documents a permis de retenir ce candidat avec donc il y avait un critère de notation en quelque sorte pour atteindre donc 78,5 sur 100. Donc la CAO a décidé d'attribuer le marché pour 4 ans résiliable annuellement au prestataire qui est la Sogeres, pour un montant maximum de 800 000 € hors taxe, donc ça c'est pour les repas, et de 35 000 pour les goûters. Merci Gwenaëlle. Bon, sur ce sujet de la restauration scolaire, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Évidemment que nous avons décidé de rompre la relation contractuelle que nous avions avec l'ancien délégataire pour les raisons que nous avons déjà évoquées ensemble, à savoir une défaillance en termes de qualité
et en termes de suivi tout simplement des engagements qui avaient été les leurs au moment de l'attribution du premier marché. Et donc nous avons décidé de relancer en urgence un nouveau marché. Pourquoi ne pas faire d'autres schémas, d'autres organisations? Pourquoi ne pas faire tout de suite appel à quelqu'un d'autre? Là encore, j'ai eu l'occasion de rappeler que derrière ce marché, il y avait 850 repas jour à préparer et donc à livrer dans nos écoles et au niveau du centre de loisirs également. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. On ne peut pas le faire du jour au lendemain sans solution professionnelle et structurée. Il y a également des emplois derrière cette délégation de services. Il y a une dizaine d'emplois sur Fontainebleau, donc on ne peut pas casser un marché sans penser aux conséquences évidentes derrière. Vous dire également que toute la vigilance des services a été consacrée à bien s'assurer que dans cette fin de contrat, eh bien, la sécurité alimentaire des enfants était assurée. Je remercie une nouvelle fois les équipes de la ville, également les personnels de restauration qui ont été vigilants et qui ont permis de suivre cette fin de marché dans les conditions les plus favorables. Aujourd'hui, on vous propose de choisir un nouveau prestataire pour passer rapidement à une autre histoire, dès le début juillet, d'avoir un prestataire de service, on va dire, aux références un peu plus développées, je n'irai pas plus loin. Mais j'imagine que vous avez des questions sur ces marchés, et donc je vous en prie, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Daniel Raymond. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous, merci de me donner la parole. Les questions que je voulais poser ne portent pas forcément directement sur le marché, mais sur les conséquences de ce marché. On a eu l'occasion d'en parler en commission, ces commissions qui sont toujours assez curieuses d'ailleurs parce que ce devrait être des lieux d'échange et de partage, et ce sont des lieux où on déroule simplement des documents administratifs, et la dernière commission des affaires générales a été un nouvel exemple. On a essayé de poser des questions, on a essayé d'avoir des réponses avec mes collègues minoritaires. Malheureusement, en vain, on a regretté votre absence, celle de la première adjointe, celle de l'adjointe en charge des affaires scolaires à cette commission, pour pouvoir répondre. Bon, c'est dommage, parce que le sujet était quand même d'importance. Ceci dit, la question que moi j'ai posée, c'est, on se retrouve effectivement avec un prix de repas qui va passer de, en gros, 6 € à plus de 9 €. Quand on en a parlé lors de cette commission, il a été difficile d'avoir un historique précis. En tout cas, il a été fait de façon orale, mais sans qu'on essayait de prendre des notes tous, c'était un petit peu difficile. Un historique précis de l'évolution de ce tarif. Toujours est-il qu'on arrive aujourd'hui à un tarif de 9 €. Et on a posé la question, Madame la directrice générale des services a bien précisé qu'elle donnait une réponse administrative et non pas politique, en disant que la répercussion sur le coût facturé aux familles relevait des décisions du maire et non pas d'un vote du conseil municipal. Ce qui nous a étonnés tous, mais on en a pris acte. Je dois vous avouer que j'avais perdu de vue cette petite subtilité. Avant de continuer les échanges sur ce sujet et avant de passer au vote, j'aimerais que vous, monsieur le maire, puisque ça relèvera de votre décision, vous nous donniez des explications sur l'évolution de la tarification pour les familles Bellifontaine à la suite de ce nouveau marché. Je vous remercie. J'imagine qu'il y aura d'autres questions à part la mienne. J'imagine qu'il y avait d'autres questions sur ce sujet-là du côté... On les lit ensemble ou bien on... Allez, Audrey Tamborini, je vous en prie, posez la question. Ça va être un petit peu long, parce qu'effectivement, je vais refaire un tout petit peu l'historique, et pour le coup, j'ai des questions sur le marché en lui-même, puisqu'on n'a pas pu avoir de réponse au moment de la commission Affaires Générales. Plusieurs questions, effectivement, avaient été posées, qui nous semblent absolument primordiales, tant pour les finances des familles, donc ce que vient de dire mon collègue, que pour les finances de la ville, dont on ne parle pas non plus. D'ailleurs, cela fait 3 ans que nous réclamons la ventilation des recettes par quotients familiaux. C'est quelque chose qui est une information, une boussole qui nous paraît indispensable pour pouvoir évaluer la pression financière sur les familles Bellifontaine. Sachant que les tarifs augmentent tous les ans pour les familles Bellifontaine, évidemment, sauf les années d'élection. Petit rappel historique. Donc effectivement, nous étions en DSP jusqu'en 2021,
avec la Sogeres. Nous sommes passés en marché avec Convivio. À l'époque, on avait un repas à 5,15 € hors taxe. On avait un petit oubli, c'était le pain. Donc on avait passé une délibération pour le pain à 15 centimes supplémentaires. Donc nous étions à 5,30 € hors taxe le repas. Sachant que nous distribuons à peu près 105 000 repas par an, ce qui faisait une ligne budgétaire autour de 600 000 € par an. Aujourd'hui, on nous propose une délibération avec, alors je parle hors taxe, donc on est à 8,69 € hors taxe, sachant que bien sûr le coût pour la ville il est TTC, donc 9,17 € TTC, ce qui représente pour la ville un coût supérieur à 912 000 € hors taxe, sans compter les goûters, parce que les goûters c'est de l'ordre de 22 000 €. Je rappelle effectivement, comme la rapporteure vient de le dire, que le budget était capé pour 800 000 € hors taxe. Donc là déjà j'ai un problème. C'est qu'on a une proposition à 912. Donc on est déjà en dehors des clous. Un autre point sur le marché. La clause de révision semestrielle. Dans notre marché, nous avions mis une clause de révision trimestrielle, ce qui était très bien, très convenable vis-à-vis effectivement des répondants. Dans l'offre, la clause de révision semestrielle ne comprend pas du tout le même mode de calcul que ce que nous avions demandé dans l'offre, dans le cahier des charges. Leur proposition de révision semestrielle, elle n'est pas seulement appuyée sur l'inflation des denrées, elle est également appuyée sur le coût du travail et le coût industrie, ce qu'on n'avait pas du tout prévu. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une proposition qui est 100 000 € sur un budget de 800 000, plus cher que ce qu'on avait proposé dans le cahier des charges, et avec une possibilité d'inflation qui est largement supérieure à ce qu'on avait aussi proposé dans le cahier des charges. Donc aujourd'hui, on nous propose d'attribuer un marché qui n'est pas concurrentiel puisqu'on a un seul répondant, qui a obtenu une note de 0 sur un des critères, qui n'est pas le moindre, c'est le critère circuit court. Pourquoi il a obtenu la note de 0? C'est assez simple, effectivement. À la question posée, quel est le pourcentage de circuit court, il a répondu Y. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé le Y. Donc effectivement, c'est pas ce qui est circuit court, ce qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui, on nous propose effectivement un marché avec une inflation de... Alors, il nous dit une inflation de 30%. Non, l'inflation, elle est de 14,9%. Je pense que le député le sait parfaitement d'ailleurs, puisque c'est extrêmement discuté en ce moment à l'Assemblée. Donc il nous dit qu'il y a une inflation de 30%, bon, dont acte, mais il nous propose une inflation de 40%. Aujourd'hui, c'est 40% qu'on nous propose. Pour moi, ce marché, il devait être déclaré infructueux, clairement vis-à-vis du code de la commande publique, pour 2 raisons. Au moins 2 raisons, j'en ai même une troisième que je viens de vous citer. L'offre est inacceptable car le prix excède largement les crédits budgétaires alloués. On était sur des crédits budgétaires à l'heure actuelle de 650 000 €. On va passer à plus de 900, on est à TTC 940 000 €. Donc là, clairement, on dépasse largement la ligne budgétaire. Le cahier des charges prévoyait un budget à 800 000 € hors taxe. La proposition est à 820 000 € hors taxe. Au global, on était à 835 on était à 835 avec les goûters et on nous propose 940 avec les goûters. On peut prendre les chiffres dans tous les sens, mais en fait, ça ne matche pas. On a également une offre inappropriée, dans le sens où elle ne répond pas aux exigences de ce qu'on avait demandé dans le cahier des charges. Donc clairement, au visa des articles L 2152-4 et 2152-3 du Code de la commande publique, cette offre peut être déclarée infructueuse, ce marché, pardon. Donc je ne rappelle pas effectivement qu'elle a eu la note de 0 sur un des critères qui est le critère sur les produits locaux. Et vous allez me dire, mais comment fait-on? Ce n'est pas possible de faire mieux avant le 27 juillet. Eh bien, je vous réponds, si, c'est possible de faire mieux avant le 27 juillet. J'ai pu contacter 3 acteurs locaux de la restauration scolaire cette semaine. Je les ai eus mardi au téléphone. En 1 heure de temps, j'en avais eu 3, qui m'ont parlé, qui avaient vu le marché, avec qui on a discuté longuement. Je leur ai expliqué très exactement. D'ailleurs, je n'avais même pas les documents. Au moment où je les avais eus au téléphone, on n'avait toujours pas les documents du marché. Donc, j'ai pas pu divulguer aucun secret à ce moment-là.
Donc je n'ai divulgué aucun secret, je leur ai simplement expliqué qu'on était en conseil municipal ce soir et qu'ils avaient vu effectivement la publication du marché, ce qu'ils en pensaient. Ils en pensent que, effectivement, fournir 800 repas par jour, du jour au lendemain, ce n'est pas un problème pour eux. Sachant que ce n'est pas 800, mais 665. Il n'y a pas 850 repas jour, il y a 665 repas jour. D'ailleurs, il y a un petit delta, il faudra qu'on m'explique ce qu'on fait avec les élèves de Léonard de Vinci, qui ne seront plus à Léonard de Vinci, donc qui ne seront plus nourris par le département dans les 4 années à venir. Ça, je n'ai pas trouvé dans le cahier des charges ce petit delta sur les élèves de Léonard de Vinci. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, on a la possibilité de faire différemment. Les acteurs de la restauration scolaire, ils sont hyper réactifs. Il n'y a aucun problème pour laisser leurs coordonnées, même les coordonnées très précises des personnes que j'ai eues au téléphone et avec lesquelles j'ai pu échanger par mail. Je vous donnerai les échanges de mails sans aucun problème en cas de vote majoritairement contre la délibération qui est proposée aujourd'hui. Le marché de la restauration scolaire, donc comme on l'a dit, prend fin effectivement le 26 juillet, donc avec une nouvelle possibilité. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un petit peu mieux que ce qui nous est proposé aujourd'hui et qui n'est même pas concurrentiel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez, on y va. Bien, il y a eu pas mal d'éléments, notamment donnés par Madame Tamburini. Je vais procéder à l'envers pour atterrir au sujet des tarifs, si vous me le permettez. Le Code de la commande publique dit que l'on peut déclarer infructueux. C'est donc pas une obligation, on ne va pas faire de littérature autour du verbe. Donc, à partir du moment où une offre s'est présentée, qu'elle est acceptable en termes techniques, on a pris le choix de l'instruire et de la proposer ce soir au vote du conseil municipal pour avoir un nouveau délégataire, un prestataire sur la restauration scolaire. Que vous ayez pris votre téléphone pour appeler des experts de la restauration, bah écoutez, la prochaine fois, ils répondront, puisqu'ils savent faire. Donc ils ne savent pas faire. Donc ils n'ont pas répondu. Mais ils n'ont pas répondu. Bon. Alors moi, c'est la commande publique qui m'intéresse et l'avis d'appel à concurrence et les réponses. Bon, s'ils veulent répondre la prochaine fois. Je pense que sur des marchés aussi concurrentiels que celui-ci, je pense qu'ils savent très bien ce qui se passe en termes d'appel à concurrence. Et s'ils n'ont pas répondu, ils ont peut-être leur propre raison. En tout cas, nous nous contentons de la démarche prescrite par le Code, et donc publication, réponse, instruction, et ce soir on vous propose de voter. J'ai bien compris que vous aviez un problème sur la démarche et sur le candidat qui vous était proposé. Donc sur la possibilité de déclarer infructueux, on ne prend pas ce choix, on va aller jusqu'au bout pour avoir un nouveau prestataire, et les conditions dans lesquelles ce marché a été relancé sont suffisamment importantes pour nous qualifier l'urgence à décider dès ce soir. Mais je dirais que la vraie question, pardonnez-moi Madame Tamburini, mais la vraie question est donc celle du prix des repas, puisque effectivement, entre le prestataire d'avant, ce soir nous sommes au conseil municipal, et donc c'est filmé, donc je n'irai pas dans le détail des prix, mais je vais vous en expliquer un peu la démarche et pour en assumer pleinement les décisions que nous prendrons. Donc le prestataire Convivio avait fait une première réponse lors du marché public qui était basse. Nous avons rajouté le prix du pain. Nous avons aussi fait jouer la clause de revoyure eu égard au contexte ukrainien et aux difficultés d'approvisionnement des matières premières pour arriver in fine à 6,52 hors taxe. Ça, on l'a décidé ensemble, on l'a voté. Donc, il y a un écart, on sait tous calculer, entre 6,52 hors taxe et 9,17 € TTC. Cet écart, on a constaté depuis la crise énergétique, donc la crise ukrainienne, crise des approvisionnements, que l'ensemble des collectivités territoriales qui avaient été amenées à remettre en concurrence leur marché de restauration avaient des réponses autour de ces 9 €, 9,50 € TTC. Donc on va dire qu'aujourd'hui, il y a un alignement par rapport au marché. Pourquoi l'offre de Convivio était basse ? Eh bien, force est de constater qu'on peut en comprendre pourquoi aujourd'hui les raisons. Aujourd'hui, nous prenons un acteur du marché qui a des références et qui pratique les mêmes prix dans les autres collectivités auxquelles il a soumissionné et dont il assume la délégation. Donc aujourd'hui, le prix, oui, il est en augmentation.
C'est un réalignement par rapport au contexte du marché et par rapport au coût de ce service que l'on peut constater dans les autres collectivités. Comment allons-nous faire pour pouvoir réajuster, y compris en termes budgétaires et en termes de paiement de la prestation? Eh bien, avec les services, nous allons regarder justement comment est structuré le niveau de clientèle, pardon de ce mot, au niveau du quotient familial. Et oui, nous allons reventiler les plus hauts niveaux du quotient familial pour pouvoir absorber cette hausse. En clair, les plus hautes tranches du quotient familial auront un impact sur la tarification de la restauration scolaire, pas les plus faibles. Et nous aurons également un regard sur les extérieurs qui, il n'y a pas de raison, devront aussi assumer une part de cette hausse du prix de la restauration scolaire. Notre souhait est de ne pas impacter les tranches les plus modestes, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs dans notre politique tarifaire au niveau de Fontainebleau. Donc oui, il y aura forcément un réalignement des tarifs sur les tranches les plus hautes que nous reventilerons. Nous serons sans doute amenés à créer des tranches supplémentaires pour absorber à peu près 37 à 40% des familles qui payent les prestations de restauration scolaire. Monsieur Raymond. Merci de ces précisions, Monsieur le maire. Je regrette qu'elles ne soient pas plus précises. J'en prends note. Je me souviens qu'une démarche identique avait été faite pour le centre de loisirs, d'augmenter considérablement la part de ceux qui payaient le plus. Et je pense que tout le monde dans la salle se souvient de l'impact terrible que ça avait eu. Le centre de loisirs s'était vidé. Les enfants ne venaient plus, les parents ne voulaient plus payer. Je pense que vous avez ça en mémoire, et est-ce que vous n'avez pas peur que la même chose se reproduise et que les parents ne mettent plus leurs enfants à la cantine, ou simplement qu'ils ne les mettent plus dans les écoles publiques, et qu'ils trouvent une solution alternative? J'imagine que tout ça, je sais que c'est difficile, je sais qu'on est dans un temps contraint, je l'ai bien entendu. Je pense que vous nous avez parlé de votre intérêt de suivre la réglementation, de suivre le code. Je pense que c'est bien aussi de pouvoir donner des chiffres précis et de dire ce que sera votre décision du maire quand il s'agira de fixer les tarifs. Merci. Donc je vous le redis, Monsieur Raymond, ce soir en séance, je ne peux pas rentrer dans le détail de la reventilation du quotient familial, je ne peux pas rentrer dans le détail du prix du service, parce qu'avant de rentrer dans le prix du service, il faudrait qu'on accepte de prendre ce délégataire, donc il y a quand même un ordre des choses. Oui, on vote ou on ne vote pas l'attribution du marché à la SOGERES. Je vais terminer, si vous le permettez. Je ne vois pas en quoi le fait de voter ou de ne pas voter vous empêche de faire les calculs. Ça... Mais on les fait, mais je ne peux pas vous les délivrer en séance publique. Okay, c'est un autre paramètre. Peut-être qu'en commission, ça aurait été bien, mais malheureusement, dans les commissions, on ne discute pas de ces choses-là. Donc d'abord, nous allons attribuer le marché, et puis après, nous allons travailler comme je l'ai annoncé, c'est-à-dire la hausse par rapport au service sera réimpactée, je ne peux pas être plus précis, sur les tranches les plus hautes du quotient familial. Aujourd'hui, les 3 dernières tranches représentent à peu près 37% des familles Bellefontaine. C'est sur ces 37% que nous allons travailler la hausse du prix des repas, et pas sur les tranches les plus faibles et les plus modestes. Est-ce qu'il y a en conjecture, en hypothèse, de se dire qu'il n'y aura plus personne à la cantine scolaire? Écoutez, je ne sais pas. Il y a une urgence à attribuer pour avoir un prestataire à la hauteur de nos attentes et de la sécurité alimentaire de nos enfants. Nous avons pris une décision, nous allons au bout. Je rappelle juste, et ça sera peut-être un signal à dire à tous les concurrents qui voulaient candidater, c'est un marché que l'on peut rediscuter tous les ans. Donc si ça ne marche pas aussi, il y a plus d'intérêt dans le secteur local. Oui, mais c'est important de se le dire parce que nous avons pris une sécurité pour pouvoir être en mesure tous les ans de se redire si ce marché correspond à nos attentes ou pas. Donc il est monté de telle sorte à ce que si le marché change, si le sujet est mal absorbé par on va dire par le nombre d'enfants qui viendront déjeuner à la cantine, nous serons tout à fait en mesure de pouvoir le reprendre en totale liberté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Raymond. Je continue sur mon sujet. Imaginons donc que ce soir,
ce point soit voté, est-ce que vous savez dans quel délai les nouveaux tarifs pour les familles Bellifontaine seront communiqués et ce qui est prévu comme mode d'information? Est-ce que ce sera avant les inscriptions? À quel moment? Merci. Je pense l'intérêt des Bellifontaine étant ce qui nous préoccupe tous autour de cette table. Absolument. Il va de soi que les tarifs seront calculés pour la prochaine rentrée et qu'ils seront applicables. Si la cantine n'est pas ouverte, je ne sais pas... Pas plus de dates. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va les informer? Quand est-ce que vous allez les informer? Je ne sais pas, on peut faire ça début juillet. Si ça permet aux parents de s'organiser, on peut faire ça au plus tôt. C'était le but de ma question. Je vous remercie. Voilà la réponse. Merci. Madame Tamborini. Excusez-moi, mais c'est une excellente question. Les inscriptions pour le périscolaire, elles se font maintenant, pas début juillet. Donc c'est vrai que si c'est les inscriptions donc pour la cantine à la rentrée, elles se font maintenant. Elles sont maintenant dans les cahiers. Et jusqu'à mi-juillet. D'accord, ok. Le mot sera passé. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce marché? Gwenaëlle. Donc oui, effectivement, là vous avez bien compris qu'on était contraint avec un calendrier pour communiquer ce genre de choses. Je reviens juste sur votre remarque, Monsieur Raymond, concernant le centre de loisirs. Je crois qu'à vos côtés d'ailleurs, non seulement nous n'avions pas augmenté les tarifs, mais nous les avions revus à la baisse il y a quelque temps selon un quotient familial et qu'effectivement, il fait le plein plus que jamais depuis quelques années, ce centre de loisirs. Donc c'est loin d'être une augmentation tarifaire. Pardon, juste une réponse. Effectivement, on l'a vu ensemble, on a voté cette réduction de tarifs ensemble, car dans la mandature précédente, les tarifs avaient été augmentés, qui avait entraîné cette désaffection du centre de loisirs. Bien, voilà, c'est ça la vérité. Et ni vous ni moi n'étions là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce marché? Eh bien, on va passer au vote de cette délibération. Est-ce qu'il y a des contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abstention? Une abstention. Merci pour votre vote. On va prendre la suite de ce conseil municipal avec ce point unique, avec tout simplement la question orale. Madame Imo-Manrique, vous nous avez envoyé une question orale pour cette séance. Je vous en prie, je vous laisse la lire. Oui, je ne la lirai pas textuellement mot pour mot. Je voulais simplement vous demander pourquoi a-t-on supprimé à l'école de musique, à partir de la rentrée prochaine, le parcours libre? Il y avait deux choix possibles, le parcours libre ou le parcours diplômant. Le parcours libre permettait aux parents aux enfants d'avoir une seule activité et de venir une fois à l'école de musique sans passer des examens, mais ça pouvait arranger quand même pas mal de familles parce que ça permettait de ne pas venir 3 4 fois à l'école de musique. Et le parcours diplômant, effectivement, est plus complexe parce que vous avez à faire toutes les disciplines, être présent plusieurs fois par semaine, les enfants faisant beaucoup d'autres activités, c'est compliqué. C'est pour ça qu'au fil des années, on avait instauré ce parcours libre. Avez-vous, avant d'instaurer cette suppression, avez-vous fait un audit auprès des familles? Avez-vous évalué le nombre d'inscriptions qui seront en moins pour l'année prochaine, s'il vous plaît? Bien, merci Madame Imo. C'est effectivement pas la question que vous m'aviez posée. Donc je vais quand même répondre à la question écrite parce que je la trouvais tout à fait intéressante, mais je reviendrai effectivement à ce que vous venez d'aborder. Je pense que dans la question que vous m'avez posée, c'était un petit peu le climat, on va dire les relations qu'il pouvait y avoir entre la structure dirigeante du conservatoire, de l'école de musique, et les professeurs, savoir si les échanges permettaient de mener aux bonnes décisions, si je peux résumer ainsi. Donc sur cette première partie de questions, j'allais vous dire que vous avez sans doute les mêmes échos que moi et que nous allons nous soucier avec l'administration, avec Judith Reynaud, moi-même, Isabelle Bolger, d'aller à la rencontre de tout le personnel professeur de l'école de musique pour essayer de comprendre si des difficultés il y a et si des incompréhensions il y a entre la direction de cette école et les professeurs qui prodiguent les enseignements. Donc, c'était une partie de question que je trouvais intéressante et j'allais vous dire que j'allais dans ce sens-là. Sur la question parcours libre ou parcours diplômant, choix a été fait au niveau de la majorité municipale de distinguer ce qui peut faire l'objet, on va dire, d'un apprentissage loisir, découverte de la musique,
pour lequel de nombreux enseignants privés, mais aussi l'association FLC, est en mesure d'apporter des premiers pas vers la musique. Et le parcours, on va dire, plus académique, qui est celui d'une école, voire d'un conservatoire, qui mène, en général, c'est un peu la définition, c'est un peu l'ADN de ces établissements, vers des parcours diplômants sur la musique. C'est pourquoi, pour éviter, on va dire, une concurrence, pour permettre à chacun d'avoir son espace, que le choix a été fait de réduire la place des parcours libres pour aller plus vers de l'académique et du diplômant. Oui, mais il faudrait pour cela, si vous voulez, que l'école de musique, on s'en donne les moyens. C'est-à-dire qu'il y a des critères qu'on ne peut pas remplir pour l'instant. Nous sommes écoles municipales, nous ne sommes pas agréés, donc nous sommes un établissement d'enseignement public. Donc ça rejoint un peu votre première partie, ce que vous m'avez dit en première partie. Nous sommes là pour aider les amateurs à rentrer dans la musique peu à peu. Pour l'instant, le parcours diplômant, si vous voulez, vu la grille où est l'école, c'est-à-dire le plus bas malheureusement, et je le regrette, croyez-moi, parce que j'ai quand même travaillé dans cette école pendant plus de 35 années, et je n'ai jamais vu d'évolution malheureusement. Le diplôme que nous proposerons, malgré les professeurs, la qualité de l'enseignement, ne sera pas reconnu, ne sera en aucun cas retenu par aucun établissement musical supérieur. Donc, si vous voulez, le fait de dire nous avons deux types d'enseignement et deux types de parcours, ça ne peut pas marcher à l'heure actuelle. Si l'école était agréée ou à rayonnement communal ou à rayonnement national, oui, je ne le dis pas, mais là, ce n'est pas le cas. C'est bien l'objectif, hein, Madame Immo, c'est de justement porter le conservatoire à un niveau communal puis intercommunal. On va rester à cette strate-là avant d'envisager d'aller plus haut. Il faut déjà se structurer pour y arriver. Mais c'est bien la démarche qui doit être la nôtre. Et donc pour y arriver, il faut commencer à remettre de l'académique quand même dans les parcours qui sont proposés au niveau du conservatoire. Néanmoins, pour reboucler avec le début de votre question, il sera tout à fait très intéressant, on va y aller je crois fin juin ou début juillet, d'aller justement confronter ce que je viens de vous exposer à l'avis des professeurs et donc du directeur de l'établissement. On aura, je pense, des échanges assez riches à la fin de l'année scolaire pour pouvoir aménager ou pas les décisions que nous avons prises. Aujourd'hui, c'est le sens des décisions qui ont été portées par la majorité. On verra s'il faut les rajuster. En tout cas, monter vers un conservatoire exige quand même de reprendre le parcours académique. Là, le but, si vous voulez, c'est d'augmenter le nombre d'inscriptions. C'est ce qui paraît logique. Nous étions, à mon époque, à 800 élèves, nous retombons à 400 et des brouettes, je ne sais plus, 450. Donc, je m'étonne de ce fait. L'école n'a pas monté, au contraire, elle est redescendue. Donc, il faudrait des décennies avant que ça se mette en place. Je trouve ça un peu désolant. Si la réponse que je vous apporte ne va pas au bout du sujet, je vous propose qu'on y revienne en commission après que nous ayons rencontré l'ensemble des intervenants du conservatoire pour voir s'il faut réajuster le choix que nous avons fait de minimiser les parcours libres pour plus d'académiques. Aujourd'hui, c'est la position qui est la nôtre. Bien, après cette question orale, nous avons donc formellement terminé ce premier conseil municipal. Je vous propose de le clore et de se retrouver dans 10 minutes, puisqu'il y a un formalisme à suivre pour le second conseil, notamment d'accueillir les personnes qui seront susceptibles d'être nos remplaçants désignés pour les votes au sénatorial. Donc je vous propose qu'on redémarre à 20h15. Merci.
Si vous voulez bien prendre place, on va ouvrir ce deuxième conseil municipal du jour. Celui-là qui est un objet bien particulier puisqu'il s'agit de désigner les suppléants aux délégués du conseil municipal qui seront appelés à voter pour les élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Donc, la séance est ouverte. Je commence par informer du remplacement de M. Marco Schutz, de nationalité allemande, par M. Cyril Queneau, qui est là, suivant de liste. Et c'est pour répondre aux obligations du Code électoral. Donc, M. Queneau, bienvenue pour cette séance. Je vais lire les pouvoirs qui nous ont été donnés pour ce second conseil. Donc, Laurent Roussel me donne toujours pouvoir, Judith Reynaud à Isabelle Bolger, Philippe Dorin à Thibaut Flynn, Olivier Perrault à Antoine Ingold, Virginie Larue à Gwenaëlle Claire, Adélaïde Sassine à Francine Bollet, Hélène Dupuis à Audrey Tambourini et Cédric Thomas à Dominique Le Cerf. Donc ce premier point d'élection, et ce seul point d'ailleurs du Conseil, va nous demander de constituer un bureau électoral. Donc j'en présiderai le bureau. Il sera composé, et je vous prie bien entendu de bien comprendre que ce sont les règles que je vais appliquer ce soir, donc surtout pas de mauvaise compréhension. Donc par les membres les plus âgés du Conseil, Madame Jacquin et Madame Maggiori seront amenés à composer le bureau, et les plus jeunes, Madame Noret et Monsieur Flynn, qui composeront donc le bureau électoral du soir. Et je propose, en tant que secrétaire de séance, de poursuivre l'élan qui a été celui de Philippe Jadot dans le premier conseil et de proposer Philippe Jadot pour être secrétaire de séance. Nous avons reçu les listes pour les suppléants. Et je remercie d'ailleurs les suppléants qui sont présents ce soir dans la salle, qui nous permet d'avoir le formalisme nécessaire à cette désignation. Nous avons reçu donc la liste Ensemble allons plus loin, avec dans l'ordre Christophe Lejeune, Ondine Vernier, Jean-Michel Basquin, Martine Adman, Patrice Adman, Clarisse Chaumat, Paul Berthier, Marie Rousseau et François Jacquin. Et nous avons reçu, j'en déduis, liste commune pour les représentants des minorités, la liste Fontainebleau-Passion avec Annick Intès et Jean-Luc Coutru. C'est bien ça? Parfait. Donc vous avez donc deux listes qui sont proposées ce soir. Il me revient quand même l'obligation de vous rappeler quelques règles qui entourent ce scrutin. Donc, tous les conseillers municipaux en fonction sont délégués de droit, donc les 33 élus autour de cette table, et les conseillers doivent élire des suppléants. Donc, je viens d'en faire communication il y a quelques instants, et nous avons donc nécessité d'élire 9 suppléants ce soir, les listes respectant l'alternat pour les candidats de chaque sexe. Les suppléants sont élus sur la même liste sans débat, au scrutin secret, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les suppléants sont élus parmi les électeurs de la commune. Le membre du conseil municipal, également député, cher Frédéric, participe à l'élection des suppléants. Vous rappelez que le vote est obligatoire. En tant qu'élus communaux, nous serons donc obligatoirement au rendez-vous du 24 septembre et que cette liste de suppléants est faite pour remplacer l'un d'entre nous s'il y avait des raisons à soumettre au préfet. Ce n'est pas uniquement je ne peux pas ou je n'ai pas envie. Il faut des raisons valables, acceptées par la préfecture pour pouvoir être remplacé ce jour d'élection. Et donc, qui dit vote obligatoire dit sanction financière si nous ne répondons pas présent le jour du vote. Nous allons pouvoir donc ouvrir le scrutin. C'est du formalisme. Je vais vous appeler par ordre alphabétique et vous irez voter à l'urne présente devant vous. Je rappelle à celles et ceux qui ont des pouvoirs qu'ils peuvent voter donc, pour leur mandant. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la désignation formelle? Pas de questions. Eh bien, je vais
procéder à l'appel. Et si vous le voulez bien, j'irai voter en dernier. Ça ne sera pas donc l'alphabétique totale à respecter. Florence, on est bon? On y va. Merci. Donc Freddy Baudouin, si tu veux bien aller voter à l'urne. On va appeler tout de suite Isabelle Bolger. On va enchaîner avec Francine Bollet. Gwenaëlle Claire, si tu veux bien aller voter. Cyril Queneau. Thibaut Flynn ira voter pour Philippe Dorin tout à l'heure. Audrey Tamborini votera pour Hélène Dupuis tout à l'heure. Donc Thibaut Flynn. Carole Gernalec. Antoine Ingold. Odile Jacquin. Philippe Jadot. Oui, absolument. Patrick Julien, si vous voulez bien aller voter. Gwenaëlle. Gwen. T'as voté 2 fois. Dominique Le Cerf, ainsi que Hélène Maggiori. Oui, bien sûr, vous votez pour les pouvoirs que vous avez. Nadia Imo-Malric, ainsi que Fanny Malvezin. Paula Marianne. Monica Montoro. Marie-Glantine Neuret. Caroline Philippe. Daniel Raymond. Tu as voté pour les deux. Gérald Rontex. Audrey Tamborini. José Tenda. Frédéric Valtou et moi-même. Bien, merci. On peut déclarer le scrutin clos. Et donc, on va appeler le bureau électoral pour procéder au dépouillement. Odile Jacquin, Hélène Maggiori, Thibaut Flynn et Marie-Glantine Neuret.
Bien, je vous demande quelques instants de patience parce que nous faisons la proportionnelle. Donc, on va vous donner évidemment la liste des résultats sans grande surprise, mais je listerai l'ensemble des noms qui seront donc appelés à être les suppléants des délégués du conseil municipal. Je me permettrai de les désigner afin qu'ils acceptent formellement cette mission. Et si vous voulez bien confirmer cet accord, ce sera parfait pour le formalisme de ce conseil. Et puis je demanderai à tout le monde de ne pas partir tant que tous les PV ne sont pas signés pour cette séance exceptionnelle, y compris pour les délégués, pour les suppléants. On est dans le formalisme le plus total, mais c'est important. Ne grévons pas ces futures élections sénatoriales. Si je peux. Martine Ademand, qui est là, toujours d'accord, merci. Patrice Ademand également, merci beaucoup. Clarisse Chaumat, merci Clarisse. Et Paul Berthier, merci Paul. Et pour la liste Fontainebleau-Passion, Annick Intès, je l'ai vue, elle est là, j'imagine qu'elle accepte. Et Jean-Luc Coutru, très bien, merci beaucoup. Et je tiens aussi à préciser, à moins que tu veuilles le... C'est Magali Tasserie qui sera la représentante de Frédéric Valtou pour cette élection. Magali, qui est là ce soir. Merci beaucoup. Eh bien, nous en avons... On peut les applaudir, merci pour cette... Alors... Je vous demande donc de ne pas quitter le tour de table afin que l'ensemble des documents vous soient présentés et que vous puissiez les signer, chaque conseiller municipal. Et nous pourrons après profiter d'un petit moment convivial puisque nous pourrons vous inviter à partager un petit verre de l'amitié pour celles et ceux qui pourront rester.
Bien. Bien, merci pour votre patience. Le formalisme a été respecté. Tous les papiers sont signés, donc le conseil municipal est clos. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, comme je l'ai annoncé, si certains veulent rester un petit moment avec nous, c'est avec plaisir. À bientôt.